Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2019 en compagnie de Paul Béhorn. Bienvenue à vous. Donc Paul, il y a votre premier tome de Calam intitulé Les deux visages qui est paru l'année dernière chez Brajlon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez créé ce roman, enfin ce début de série? La question difficile. Alors d'abord, je n'ai parlé à mon éditeur qui me demandait de quoi ça allait parler, donc je lui ai fait un long mail en lui expliquant bien de quoi ça allait parler tome après tome, les 3 tomes qui étaient prévus. Et finalement, je ferai que 2 tomes et j'ai pas écrit exactement ce que j'avais prévu au départ. Donc voilà, je prévois un plan très détaillé au départ, hein, très sérieusement, et je ne le suis jamais. Voilà comment je prépare un roman. Et il y a eu une idée, un événement, une lecture qui a fait que vous avez eu envie d'écrire Calam ou en fait pas du tout Alors en général, je sais pourquoi j'écris les romans environ 10 ans après les avoir écrits. Donc peut-être que dans 10 ans, je me dirai, ah, je sais pourquoi j'ai écrit Calam maintenant. D'accord. Mais là, non. Si, j'ai eu cette idée au départ. Alors je tiens à dire que c'est un roman qui parle de femmes et de lutte de femmes, mais je l'ai écrit largement avant les mouvements récents de MeToo, etc. Il a été publié après, mais moi je l'ai commencé il y a déjà 2 ou 3 ans, je crois. Mais je pense qu'il y avait des thèmes qui étaient déjà présents dans tous mes romans, hein. Le thème de l'égalité homme-femme, des thèmes des petites gens, des gens inconnus, des gens des marges, des frontières qu'on ne remarque pas et qui prennent de l'importance et qui sont les témoins de leur temps, plutôt que les princes, les rois, les empereurs qui m'ont toujours moins intéressé que le petit paysan du fond du royaume. Donc c'était déjà une thématique que vous aviez envie d'aborder et en fait... Ouais, tout à fait. Ouais. Et il y avait aussi le thème de l'amour filial, même si je spoil un peu, entre un personnage et un autre personnage qui ont un lien de filiation. Je pense que ce genre de thème vient avec le fait d'avoir des enfants, donc peut-être que je ne l'aurais pas écrit à 20 ans, mais aujourd'hui ce sont des thèmes qui m'intéressent plus. Ou alors je l'aurais écrit en tant qu'enfant, pensant à mes parents, et là je l'écris en tant que parent en pensant à mes enfants. D'accord. Et alors comment le reçoivent les enfants? Alors j'ai un ado à la maison qui l'a lu très vite, donc je pense qu'il a bien aimé. Mais comme d'habitude quand je lui demande alors c'était bien, il me répond oui, et c'est tout ce que je peux en tirer. C'est un ado. Au niveau de l'argumentaire c'est un peu léger. Et de quoi parle-t-il alors? De quoi parle Calam? Calam est un roman très difficile à raconter parce que c'est un roman piégé par un certain nombre de révélations que je ne suis pas censé faire en interview. Mais Calam, ça parle de 3 choses principalement. Ça parle donc d'une relation entre une jeune fille et son père. Une relation très compliquée, hein, puisque lui ne sait pas que c'est sa fille. Ça parle donc d'une révolte de société, puisque le roi Lumière a décrété que les femmes n'avaient pas d'âme, ce qui n'est pas sans conséquence sur la plupart des femmes de ce royaume. Alors oui, on ne se contente pas de dire que les rousses n'ont pas d'âme, c'est vraiment toutes les femmes. Toutes les femmes, ouais. Pour les rousses particulièrement peut-être, mais... non, il y a... en fait le roi, il arrive après une dynastie de reines, donc il assoit son pouvoir en éliminant la concurrence, mais ça a des conséquences très concrètes sur toutes les femmes du royaume, qui peuvent être vendues, échangées, même si c'est pas vraiment dans les mœurs encore, on sent que ça pourrait se développer. Et donc un jour dans le village, il y a une razzia de femmes, enfin, des voleurs de femmes, qui viennent se servir. Par la force, voilà, attaquer les gardes du château, prendre des femmes dans le village et s'enfuir. Et c'est de là que part l'espèce de rébellion qui va s'en suivre. C'est-à-dire que le vieux fou de la colline, là, le vieux guerrier qui est revenu de sa guerre depuis 10 ans et à qui personne ne parle, il prend sa hache et il dit suivez-moi, moi je vais récupérer ces femmes. Tous ceux qui veulent la récupérer peuvent me suivre. C'est le début d'une longue révolte qui commençait au départ juste par la volonté de récupérer les femmes qui avaient été... Ça fait penser un peu à l'épisode de la mythologie romaine, oui. L'enlèvement des Sabines, c'est ça? Exactement, l'enlèvement des Sabines, ouais. Qui se termine très mal pour tout le monde, hein, puisque les Sabines commencent... Enfin bref, c'est une autre histoire, mais oui, c'est très intéressant dans l'enlèvement des Sabines. On a ces gens qui viennent voler des femmes, et ces femmes s'installent avec les hommes qui les ont kidnappés. Certaines se marient avec eux, ont des enfants, tissent des liens avec ces gens, et quand leur premier mari arrive, elles essaient de les empêcher de s'entretuer. Bon là c'est pas vraiment ce thème-là, mais j'aime beaucoup cette idée que les liens humains se créent même là où on ne les attendrait pas.
Dans l'adversité. Dans l'adversité, dans le conflit. Plus ou moins contraint et forcé parfois, oui, mais je pense que toutes les femmes ne devaient pas être ravies d'avoir été enlevées quand même sur le moment, voire après, mais voilà, les liens se créent de toute façon parfois. De toute façon, quand on voit les mariages arrangés avant, les gens ne se connaissaient pas, ils étaient obligés de faire avec. Il y avait moins de divorces à l'époque, puisqu'on n'avait pas le choix. Oui. Et effectivement, les gens pouvaient être très malheureux toute leur vie, mais parfois ils se trouvaient et des affinités ou... ils pouvaient vivre une vie tranquille et heureuse ensemble. Je sais pas si c'était la majorité des cas, mais ça pouvait arriver. Ça arrivait a priori. Je suis assez contente que ça n'existe plus d'ailleurs, enfin moi en tout cas. Donc dans votre roman, on suit, vous racontez donc l'histoire du chef de la rébellion, Daran Dal. Je ne sais pas si je prononce correctement, c'est bon. Parfait, très bien. Et au travers d'un autre personnage qui s'appelle Mora. Oui, alors là par contre ça se prononce Maora. Maora, ouais. En fait, d'accord. on fait comme on veut dans sa tête. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'elle? Qui est-elle en fait? Est-ce que vous avez eu des inspirations particulières pour la créer ou... Ça c'est possible, hein. Mais ça j'aurais parlé dans 10 ans quand j'aurais bien C'est pareil, c'est dans 10 ans. Ouais, j'aurais bien compris ce que j'ai écrit. Ouais bah, si c'est un personnage inspiré par toutes sortes de femmes de fiction que j'ai pu croiser et en même temps pas que des femmes, hein, puisque un personnage ne se limite pas à son sexe, hein, c'est une vaste personnalité pleine de complexité, de facettes différentes. Donc il y a un peu de mes enfants dans Maora, il y a un peu de plein de gens que j'ai croisés. Et surtout il y a ce personnage qui prend ses propres décisions. C'est un personnage de tête, un personnage qui était longtemps orpheline, donc qui projette sur toutes sortes de personnes l'idée que ça pourrait être ses parents, qui n'a de ses parents qu'une seule trace, c'est la marque qu'elle a reçue sur la peau, voilà, et qui indique qu'elle est une sorcière. Et comme c'est souvent héréditaire, elle s'imagine que ses parents sont des sorciers puissants quelque part. Jusqu'à comprendre que en fait, son père c'est le vieux fou au sommet de la colline à qui personne ne parle, c'est un peu décevant, mais elle finit quand même par s'attacher à ce vieux bonhomme. Un vieux bougon là-haut. Ouais. Pas si vieux en fait, mais comme elle est très jeune, elle le trouve très vieux. Ouais, bon, c'est un homme qui a 35 ans. Oui, puis peut-être qu'il est prématurément vieilli. Ou... Il abuse un peu de l'alcool et de la dépression, ça ne va pas effectivement être très bon pour le teint, mais on voit qu'il a encore des muscles à revendre, hein, puisqu'il prend la tête de la rébellion et il n'hésite pas à trancher les bras et les jambes quand il le faut. Oui, bah, faut ce qu'il faut des moments. C'est ça. Et une sorcière, c'est-à-dire qu'elle a des pouvoirs, elle a des aptitudes, comment ça se passe? Comment on devient sorcière? C'est de mère en fille, on va dire, comme la tradition. Il y a une longue scène où la sorcière du village, qui n'est pas un personnage extrêmement sympathique, mais pas franchement sympathique non plus, vient voir Maora, parce qu'elle a repéré qu'elle avait cette marque sur la peau, et lui dit bon, on n'est pas amis, hein, je suis pas ta mère, mais en tant que sorcière, je vais te donner 2-3 trucs pour que tu fasses pas les bêtises que j'ai faites quand j'étais jeune. Et donc, pendant tout le chapitre, elle explique comment fonctionne la magie. Et en fait, la magie fonctionne d'une manière assez mystérieuse, c'est-à-dire que les gens qui ont des pouvoirs, ils ont les pouvoirs qui les intéressent. Ils développent une affinité, si ce sont des écrivains, c'est d'excellents écrivains qui vont faire des textes magiques. Si ce sont des jongleurs, ils font des choses que ne pourront jamais faire les jongleurs ordinaires, des choses impossibles. Et elle, ce qui lui plaît, c'est quelqu'un qui... Mon père, le père adoptif, était garde-chasse. Elle aime les animaux, elle aime la forêt, et donc elle tombe amoureuse de tous ces animaux avec qui elle peut communiquer, demander des choses, voire imiter, voire se transformer en animal. Elle a cette magie-là. D'accord, elle devient métamorphe quasiment. Un peu, ouais, c'est un peu ça. Et d'autres magiciennes font des choses absolument différentes. Celle du village, qui est un peu moins puissante qu'elle, c'est une séductrice, donc elle peut changer d'apparence, se rajeunir parce qu'elle commence à être un peu décrépite, et elle impressionne beaucoup les gens du village, mais c'est pas du tout la même magie. Ah, c'est au moins l'intérêt quoi, bon, à part séduire les hommes, peut-être les femmes, mais... Ça dépend ce qui vous intéresse dans la vie. Voilà, Maora c'est pas du tout son truc, mais cette sorcière du village, elle, c'est une croqueuse d'homme. Voilà. Et si on est sorcière et qu'il n'y en a pas qui utilisent pour faire le mal, je veux dire si on a une âme noire, est-ce qu'il y avait des sorcières maléfiques? Il n'y a pas de point de vue moral de la magie, on fait ce qu'on en veut. Mais ce que lui explique cette magicienne du village, c'est que le bien et le mal sont des notions un peu complètement relatives. Que certaines personnes ont traité de sorcière et lui ont balancé des cailloux, et d'autres personnes l'ont remerciée parce qu'elle les avait sauvés. Et qu'elle-même ne se considère ni comme bonne ni comme mauvaise. D'ailleurs, Maora est un personnage souvent en demi-teinte. La magie, il n'y a pas de morale. Les magiciennes, on a des pouvoirs, on fait ce qu'on veut. Oui, mais
vous expliquez que finalement, elles développent un pouvoir en fonction de ce qu'elles aiment. Et si par exemple une personne aime faire le mal, développe une brume tueuse, imaginons finalement... Sans doute qu'elle va l'utiliser, voilà. Mais peut-être qu'elle pourra tuer des gens qui ont commis d'affreuses actions et que ça aura des conséquences positives, ou peut-être pas. Donc pas des sources d'inspiration en particulier, des écrivains ou des films peut-être qui vous ont inspiré pour créer la série, non? Alors je me souviens d'un film qui s'appelle La Vallée perdue, sur la guerre de 30 ans, où on a une histoire de village épargné par la guerre, où des soldats vont se mettre à coopérer avec des paysans, des soldats qui crèvent de faim et des paysans qui ont besoin de se faire protéger. J'aime beaucoup cette ambiance de village où on voit cette méfiance vis-à-vis des soldats, vis-à-vis des zones de guerre, qui pourtant sont utiles et la coopération est nécessaire, c'est un peu les mêmes thèmes. En même temps, la méfiance est parfois justifiée. Bon, quand on a une petite groupe de mercenaires ou de soldats un peu déguenillés qui arrivent, on a plutôt envie de cacher femmes enfin et le tas de blé, quoi. Mais c'est là qu'on est bien content d'avoir dans le village quelques hommes de guerre qui pourront peut-être nous protéger. Ceux qu'on méprisait jusqu'à présent. Et puis d'autres sources d'inspiration, il y en a énormément, notamment David Gemmell, dont l'un des romans, et je me souviens jamais lequel, je crois que c'est Légende, mais je suis pas sûr, commence par l'enlèvement des femmes du village aussi. C'est évidemment un roman totalement différent, mais cette scène-là me semblait intéressante. On peut voir un petit parallèle avec Les Mille et Une Nuits au niveau des inspirations. Oui, exactement. Aussi, pour Maura qui se retrouve un petit peu dans la position de Scheherazade à devoir conter des histoires. C'est ça, Maura est condamnée à mort et le seul sursis dont elle dispose, c'est lui est donné par un conteur qui doit recueillir son histoire. Donc, plus elle est longue et plus elle a de temps pour préparer son évasion ou en tout cas... peut-être racheter sa... Non, elle peut pas racheter son exécution. Elle peut pas la racheter, non, mais elle peut essayer de s'enfuir. Et elle peut espérer que la rébellion tourne, que le vent tourne et que la rébellion réussisse à reprendre le poil de la bête et peut-être libérer ses compagnons. Bon, on va croiser les doigts pour elle. Hein. Vous disiez au début que vous étiez d'abord parti sur 3 tomes, puis 2, c'est parce qu'en fait quand vous avez commencé à écrire, vos personnages n'ont pas du tout fait ce que vous aviez prévu au début, ou comment ça s'est passé Alors en général j'écris donc c'est très intéressant quand je travaille avec Stéphane Marsan parce qu'il me demande toujours un plan au départ et comme ça je peux comparer ce que j'ai fait après, je trouve ça toujours rigolo parce que je ne suis jamais mes plans. J'avais promis une histoire avec un grand guerrier avec une hache et quand il l'a lu il me dit mais en fait tu m'as vendu une histoire de guerrier mais tu m'as refourgué une petite fille qui parle aux oiseaux quoi. Et c'est pas faux. Il s'est senti un petit peu roulé. Non il était content quand même, il dit heureusement ça marche quand même. Bon. Il y a quand même un guerrier avec une hache, hein, filigrane, mais c'est vrai que le personnage principal du récit, je pensais que ça allait être Darandal, et c'est un personnage important. Mais la véritable héroïne de l'histoire c'est surtout Maura. Et donc, bon, finalement, j'ai une question pour est-ce que vous suivez toujours le plan ou est-ce que vous laissez votre plume vous guider? Mais finalement, vous avez le plan, mais... Le plan est très rassurant. Parfois, j'arrive à un moment où je me demande ce que je vais faire, je me sens bloqué, je reprends mon plan, là je me marre parce que je vois tout ce que j'ai pas fait. Et ça me donne des idées pour la suite. C'est une sorte de ligne rouge à laquelle on se raccroche quand on a un moment de doute. Mais c'est certainement pas quelque chose que je vais suivre à la lettre. D'accord. Et Kalam, les deux visages, vient de recevoir le prix des Imaginales des bibliothécaires. Quelle a été votre réaction? Vous y attendiez? Ça a changé quelque chose pour vous, votre vision du roman ou pas? Alors, du je tout? m'y attendais autant que tous les autres lauréats qui étaient... je suis du lauréat pour les gens qui sont dans la sélection. Évidemment, quand on est dans la sélection, on espère toujours avoir le prix. Hein, et on peut pas savoir à l'avance. Et puis j'ai eu ce petit coup de fil de Stéphanie Nico, disant, surtout tu le dis pas tout de suite, hein, mais... Mais au fait... c'est toi qui as le prix, alors donc j'étais super content, évidemment. Un prix alors, pour un roman, ça peut signifier des ventes en plus, un petit bandeau rouge, etc. Mais ça a une signification en plus. Là, le prix des bibliothécaires, ça veut dire que ce roman a été élu par toute une sélection de bibliothécaires, des gens qui adorent lire, qui lisent énormément, qui ont plein de références en tête. D'ailleurs, je les vois parfois aux Imaginales, ils viennent me voir, enfin elles en général. Et elles ont énormément de choses, elles analysent beaucoup le texte, elles font des comparaisons, enfin c'est des grands lecteurs, donc c'est intéressant de discuter avec ces Finalement, vous avez vos inspirations par les personnes par les qui ont lecteurs, lu... qui savent mieux que moi ce que j'ai écrit en général. Et puis surtout, c'est un prix qui me touche beaucoup parce que il va faire vivre ce roman longtemps en bibliothèque.
On sait que les romans, un roman chasse l'autre et une nouveauté se succède. Mais en bibliothèque, les romans restent assez longtemps, peuvent être lus des années et des années plus tard. Et ça, pour un auteur, savoir que son roman sera lu encore pendant longtemps, c'est une immense satisfaction. Et vous savez ce qui les a séduits comme thème ou comme je sais pas trop, non. On m'a dit que c'était un roman où on s'ennuyait pas, où il y avait tout le temps des rebondissements et de l'action par rapport à d'autres romans de la sélection. Mais en fait, je pense que chaque personne a ses propres motivations. Voilà. C'est un roman où il y a plusieurs choses différentes qui peuvent plaire. On peut s'attacher plus à la relation père-fille, plus à la relation au thème de la révolte ou au thème des femmes. Chacun y trouve son compte. Hein. Je pense que c'est propre à des romans, en tout cas c'est ce que j'essaye, des romans qui ont plusieurs facettes. En plus, c'est pas la première fois que vous êtes récompensé par les Imaginales, puisqu'en 2000, faut pas que je me trompe, là j'ai pas noté la date. 2016 je crois. 2016, vous avez eu un prix pour le 7e guerrier mage. Ouais. De quoi lui il parlait en fait? C'était aussi de la fantaisie. C'était de la fantaisie aussi, un pur jus, c'est-à-dire que la fantaisie, le royaume de la fantaisie, comme je dis, avec de la magie, du médiéval fantastique qui ressemble un peu à l'Europe d'autrefois, donc c'est pas de l'urban fantasy, c'est vraiment de la fantaisie très très classique, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là parce que ça veut pas dire que le roman lui est sans surprise, mais... Et c'était un one-shot aussi, c'était un roman tout seul, contrairement à Calam qui est en 2 parties. Et c'était un peu différent, on avait un héros masculin, on suivait l'histoire depuis son propre point de vue, avec un langage parfois un peu cru, un peu familier. Une histoire de guerrier, c'est pas une petite fille, mais au final on retrouve des thèmes, hein, le village, les paysans contre les guerriers, la magie qui se développe peu à peu, qui est assez peu présente au départ et qu'on finit par comprendre au fur et à mesure du roman. Donc il y a des points communs, puis des différences, j'aime pas écrire 2 fois la même chose, donc c'est quand même un roman qui est sa propre vie aussi. Donc un petit peu plus pour les adultes vu le langage ou finalement c'est le même public? Il y a eu un prix lycéen, donc je suppose que ça convenait aussi au jeune public. Non mais alors les insultes ou les jurons de ce personnage sont très propres à son univers, donc ça va peut-être pas choquer les chaumières, mais ça... Disons que les gens dans ce roman sont très choqués par ce qu'il peut dire sur... Il y a une religion basée sur les saints et voilà, les couilles de machin, ça les choque beaucoup. Nous on sait pas qui est machin, donc ça va. Ça passe mieux. Ça passe mieux, voilà. Et pourquoi écrire de l'imaginaire? Ça vous permet d'aborder des sujets qui vous tiennent à cœur ou finalement c'est juste parce que ça vous fait plaisir? Ça j'en sais rien, je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein. C'est comme Obélix. J'avais 5 ans et on m'a lu Bilbo le Hobbit. Ma mère nous lisait ça. À 5 ans? Ouais mais j'étais plus petit d'une famille de 4, donc on lisait pas les romans qui étaient vraiment de mon âge. Mais c'était très bien, hein, ça m'allait très bien. J'ai tellement adoré ce roman que je me suis dit plus tard je sais écrire un. J'ai pris le pseudo de Beorn parce que c'est un personnage de Bilbo et je me suis dit plus tard j'écrirai des romans comme Tolkien parce que c'est vraiment trop bien ce qu'il fait. Je crois pas qu'aujourd'hui il y a une filiation directe entre Tolkien et mes romans, mais en tout cas la fantasy je suis entré par là. Dedans par Tolkien. Tout petit. Et maintenant alors en préparation, donc je suppose qu'il y a le 2e tome de Calam. Il y a le tome 2 de Calam, voilà, j'ai mes lecteurs qui me demandent en table quand est-ce qu'il sort, donc ouais, je suis en train d'écrire. Rien d'autre en parallèle, un seul livre à la fois? Si, je vais sortir chez Rajo 2 romans, mais pour un public beaucoup plus jeune, 9-12 ans. Vous avez déjà quelques indications que vous pouvez discrètement nous fournir ou c'est secret? Non, c'est pas secret, c'est un club de 3 gamins qui ont 12 ans et il y en a l'un d'eux voit des fantômes. Et quand il entre dans des lieux historiques, souvent il croise un fantôme, il entre dans son époque avec ses copains. Et donc c'est à la fois un roman fantastique, à la fois un roman qui permet de parler d'histoire, puis un roman d'amitié sur une petite enquête dans une ville à chaque fois. La Rochelle et Bordeaux, je m'écrirai peut-être après. Les villes où vous êtes allé, où vous avez vécu ou... Ah, La Rochelle, c'est là où je suis. Beaucoup de recherches. Je connais très bien, et puis Bordeaux, je viens d'emménager, donc j'ai toute la médiathèque pour moi. Il y a de quoi faire. Voilà, puis plein d'histoires. Et ben on attend avec impatience tous ces récits. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions et on vous souhaite un très bon festival. Merci.